another generation has lost another bright young comedian. Tonight in Chicago, there are tears at the death of Chris Farley. Farley's brother found the 33-year-old comic dead on the floor. Chris Farley est un grand nom de la comédie aux États-Unis qui a connu la gloire grâce à l'émission Saturday Night Live. Tout le monde aimait Chris. Dès qu'il ouvrait la bouche, le public était hilar. Il était adulé par ses fans et il les faisait mourir de rire. Son humour burlesque, teinté d'une vulnérabilité attendrissante, a conquis des millions de fans. Il ressemblait à un gros chien adorable et tout le monde tombait sous le charme. Mais le 18 décembre 1997, son corps est retrouvé dans son appartement de Chicago. Chris Farley est mort seul à l'âge de 33 ans. The cause of Chris Farley's death is not known tonight. An autopsy is expected to provide some answers tomorrow. Chris Farley savait mettre l'ambiance dans toutes les fêtes où il allait, et sa vie dissolue n'était pas un secret. Sa mort prématurée était-elle seulement due à son incapacité à se contrôler, ou existe-t-il une raison médicale plus profonde qui expliquerait ces dérives ? Voici le rapport d'autopsie de Chris Farley. Et je vais me baser dessus pour déterminer pourquoi ce géant de la comédie est décédé seul et à un si jeune âge. Nous sommes le dimanche 14 décembre 1997 à Chicago, 4 jours avant sa mort. L'humoriste Chris Farley se rend dans son église. Ce catholique pratiquant se rend à la messe et se confesse chaque semaine. À Hollywood, le jeune célibataire est au sommet de la vague. Il a gagné 6 millions de dollars pour son dernier film, Le Ninja de Beverly Hills. Mais il souhaite délaisser les grosses comédies pour se tourner vers des rôles plus sérieux. Il devait tourner dans un film de David Mamet sur la vie de Fatih Arbuckle. C'était un film très sérieux et il tenait vraiment à ce rôle. Il voulait montrer au monde entier une autre facette de son talent. Ce rôle pourrait relancer sa carrière. Mais pour l'obtenir, il doit s'imposer une discipline drastique. Seulement quelques heures après son passage à l'église, Chris se rend dans un bar pour boire quelques verres avec des amis et de la famille. Il ne partage sa vie avec personne et profite de son statut de star hollywoodienne. J'étais en train de travailler quand Chris est entré dans le bar où j'étais. Dans la rue, les gens étaient comme attirés par lui. Dès qu'il entrait quelque part, n'importe où, c'était comme si la température grimpait de 10 degrés. Chris est adulé et il croise sans cesse des fans qui veulent lui serrer la main et surtout lui payer un verre. Pourtant, dans 4 jours, Chris ne sera plus de ce monde. La première chose que l'on remarque en regardant le rapport d'autopsie de Chris, c'est son poids. Au moment de sa mort, il pesait 134 kilos pour 1m75. Ça donne un indice de masse corporelle de 44,9. Il souffrait d'obésité morbide. Chris Farley est né en 1964 à Madison, dans le Wisconsin. Souffrant de problèmes de poids dès le plus jeune âge, il trouve rapidement un moyen d'en faire un avantage. Il a appris très tôt qu'en se tournant lui-même en dérision, avant que les autres se moquent de lui, il pouvait se protéger. Donc, il a fait des blagues sur lui avant que les autres aient le temps de le faire. Son père est son idole. Chris et ses 4 frères se disputent son attention.
Son père était un homme qui aimait beaucoup la vie et ses enfants rivalisaient d'humour pour le faire rire. C'est une famille de comiques nés, mais Chris n'a pas son pareil pour déclencher l'hilarité chez son père. Et quand il y arrive, il est sur un petit nuage. C'est cette sensation que Chris recherche sur scène. Vers 20 ans, il se fait un nom à Chicago dans le circuit de l'improvisation au légendaire club Second City. Le concept de l'impro, c'est d'accepter ce que vous donne votre partenaire et de vous en servir, d'ajouter votre pierre à l'édifice. Chris était le maître absolu. S'il avait du répondant, il pouvait vous emmener très loin. Je l'ai tout de suite adoré, parce qu'il m'écoutait et il m'admirait. Il me disait « Tim, tu es un marrant, tu as un bon sens du timing ». Chris s'inspire d'autres poids lourds de la comédie, John Candy, John Goodman et surtout John Belushi. Il l'idolâtrait. Il portait ses vêtements, imitait ses mimiques. Il est allé jusqu'à se scotcher les yeux pour lui ressembler. Il s'est vraiment mis en tête de devenir John Belushi. Mais Chris s'impose sur le circuit de l'impro et devient rapidement le comédien le plus en vue de Second City. Son style direct et sa présence sur scène attirent le public qui se demande chaque soir jusqu'où il va aller. Chris brisait les règles. Il se déshabillait, il retirait son pantalon. Si on le mettait au défi, il était prêt à faire n'importe quoi. Ensuite, l'examen externe du corps de Chris indique plusieurs ecchymoses autour de l'œil gauche et sur les fesses. Malgré sa taille, Chris est un homme très sportif qui n'hésite pas à accomplir sur scène des chutes et des cascades risquées. C'était une véritable tornade. Il a voulu faire son entrée en tombant. Donc, le public voyait juste un gros qui surgissait par la gauche, s'étaler sur le sol et se relever en disant « Désolé, je suis en retard ». Il tombait par terre, puis il se roulait sur le sol, il cognait, il faisait l'idiot. Et quand il retirait sa chemise, on pouvait voir toutes les marques. Même s'il avait une sorte de rembourrage naturel, il n'avait aucune protection. Le personnage le plus célèbre de Chris est un conférencier en motivation à l'humour corrosif appelé Matt Foley. Incompétent et maladroit, il est le vecteur parfait pour le comique burlesque déjanté de l'humoriste. Je pense que Chris s'est fait ses bleus pendant ses spectacles, ou tout simplement en tombant. Je ne pense pas que ce soit le signe d'un acte criminel. Ce sont des blessures sans importance qui n'ont aucunement contribué à son décès. Ce que montre cette autopsie, c'est que Chris ne faisait pas plus attention à l'intérieur de son corps qu'à l'extérieur. Le 14 décembre 1997, 3 jours et demi avant sa mort, Chris est en train de dîner au restaurant The Cheesecake Factory à Chicago. L'alcool coule à flot. On sait très bien que Chris avait un poids excessif. Il encourait donc un certain nombre de risques de santé, le plus évident de tous étant le diabète. C'est une maladie qui peut être mortelle si elle entraîne une crise cardiaque, une attaque ou une insuffisance rénale. Je me souviens quand on dînait avec lui, on commandait une assiette de tostada et une margarita, et lui 2 de chaque. Et ensuite, il reprenait des margaritas. Même si on mangeait et buvait beaucoup, il commandait plus que nous. Ses amis savent parfaitement que Chris a l'habitude de commander 2 plats principaux. Le rapport d'autopsie ne permet pas d'affirmer que Chris souffrait du diabète. Mais je vois à son taux de glucose dans le sang qu'il n'était pas en hyperglycémie au moment de sa mort. Même s'il avait du diabète, ce n'est pas ça qui l'a tué.
Mais cette habitude de passer des doubles commandes au restaurant indique une personnalité dépendante et compulsive. Cette personnalité fantasque, qui est sa marque de fabrique, est aussi une malédiction. Après un striptease extravagant avec Patrick Swayze dans l'émission Saturday Night Live, Chris se fait un nom dans le monde de la comédie. Mais la célébrité a un prix. Je lui ai demandé si ça l'avait dérangé de faire un sketch dans lequel on se moquait de lui. Il a réfléchi et il m'a répondu « Oui, ça fait un peu mal. Mais c'est ce qu'on attendait de moi, alors je l'ai fait. » Il disait « Les gros, ça tombe ». Il savait qu'il avait été rangé dans une case. Et c'était un fardeau. Ça l'attristait de se dire que ce qu'on attendait de lui, c'était de faire le clown. Mais Chris sait aussi que c'est le personnage du gros clown qui a fait sa fortune. C'était un dilemme. Bien sûr, je suis en surpoids, je bois trop, je mange trop et c'est mauvais pour moi. Mais si je ne suis plus le gros marrant, qui je suis? On trouve la preuve que Chris souffrait d'anxiété dans la section toxicologique du rapport d'autopsie. Des traces de fluoxétine, c'est-à-dire de Prozac, ont été retrouvées dans son sang et son foie. C'est un antidépresseur puissant qui sert à traiter de nombreux troubles psychologiques, notamment la dépression. Est-ce que le Prozac a joué un rôle dans sa mort? Ou est-ce que c'est simplement la preuve qu'il avait des démons dans sa vie? Le Prozac permet de traiter la dépression, mais également les troubles obsessionnels compulsifs. On le voyait dans le couloir en train de toucher un manteau, lécher telle chose, en renifler une autre, toucher une marche, redescendre une marche, remonter. On se disait, c'est le truc de Chris. Il lèche et il touche les choses. Tout le monde l'acceptait. C'était une des particularités du gros rigolo. Les TOC sont des troubles mentaux caractérisés par l'apparition de pensées intrusives que les gens ruminent sans pouvoir s'arrêter. Par exemple, vous êtes convaincu que quelque chose de mal va se produire si vous n'allumez pas la lumière. Il y a tout un rituel, mais il ne faut pas simplement l'allumer puis l'éteindre, il faut le faire un nombre impair de fois. Dans le cas de Chris, ces troubles obsessionnels se manifestaient avant les spectacles. Il se mettait à toucher des objets avant de monter sur scène, ou à les lécher apparemment. Et il était persuadé que le spectacle allait bien se passer s'il avait accompli tous ces rituels. Il fallait qu'il le fasse. Le Prozac régule la balance chimique du cerveau. Il améliore l'humeur et réduit l'anxiété qui provoque les TOC. Des petites manies comme lécher ou toucher des objets ou encore commander 2 plats au restaurant peuvent sembler anodines. Mais les TOC sont souvent accompagnés de compulsions nettement plus dangereuses. Le rapport d'autopsie montre que Chris avait beaucoup de graisse dans le foie, ce qui indique qu'il buvait trop. Le foie a pour fonction de filtrer les substances néfastes dans le sang, comme l'alcool. Une consommation excessive entraîne une destruction des cellules du foie et ralentit la capacité des organes à consommer toutes les graisses. Ce surplus de graisse peut entraîner des problèmes hépatiques et même la mort. Est-ce que le foie de Chris était tellement détruit qu'il a joué un rôle dans sa mort? 15 décembre 1997, 3 jours avant sa mort. Il est 1h du matin. Chris fait la tournée des bars dans le centre de Chicago. Il y avait toujours un petit cortège de suiveurs, mais même les autres clients du bar étaient attirés par Chris comme par un aimant. Ce soir-là, il était clairement en plein délire. L'humoriste est un buveur invétéré depuis qu'il est étudiant. En 1997, sa consommation est devenue spectaculaire.
Chris aimait l'alcool et il buvait comme un trou. Il se versait des quantités astronomiques directement dans le gosier. Je lui disais, moins vite, personne ne va te piquer ton verre. À la fermeture des bars, vers 3 heures, les autres fêtards savent s'arrêter, mais pas Chris. À cette heure-là, la fête ne fait que commencer pour lui. Il ne sait pas se maîtriser. Selon des témoins, la soirée du 15 décembre est une soirée typique. Chris ne s'arrête de boire qu'à 9 h du matin. Le rapport d'autopsie sous-tend l'idée que la consommation abusive d'alcool a abîmé son foie. Mais il semble fonctionner normalement et ne présente pas de cirrhose. Le 15 décembre 1997, Chris est dans son appartement et se remet péniblement d'une nuit très arrosée. Son ami Tim O'Malley lui rend visite. Il pleure. Je lui dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Et il me répond « David Mamet veut que je joue le rôle principal dans un film qu'il a écrit. » Il me dit « Il faut absolument que je le fasse. Je ne veux plus faire le clown. Je veux jouer un rôle dramatique. » Ce rôle de la star du cinéma muet va comme un gant à l'humoriste. Mais la vie dissolue de Chris reste problématique pour le réalisateur. Ensuite, il a dit « Mais pour faire ce film, je dois rester sobre pendant 2 ans avant de tourner. » C'était ça, sa crainte. Il avait peur de ne pas être capable de tenir 2 ans. Chris a déjà tenté plusieurs fois de vaincre ses démons, mais il ne s'est jamais plu en cure de désintoxication. Chris a fait environ 17 séjours en clinique dans sa vie. Des plus ou moins exigeantes. Parfois ça marchait, parfois non. Mais pour lui, c'était plutôt comme être mis sur le banc de touche. Il le faisait parce qu'il était obligé. L'attitude de Chris vis-à-vis des centres de désintoxication s'explique par sa relation avec son père, Tom Farley, obèse comme lui. Chris adorait son père et se vantait auprès de ses amis de rester en surpoids pour lui faire plaisir. Tom Farley avait en horreur le principe des régimes. On racontait que Chris et son père étaient allés dans un camp d'amaigrissement. Un jour, ils vont à une thérapie de groupe. Le père de Chris se serait tourné vers lui pour lui dire « Viens, on s'en va », avant de l'emmener se saouler. Et ils sont partis en vacances. Ça en dit long sur la vision qu'avait son père des régimes. Chris est face à un ultimatum, arrêter de boire ou renoncer à ses rêves d'acteur. Le rapport montre que Chris n'avait aucune intention de lever le pied. J'ai l'impression que son père adorait à jouer un rôle involontaire, mais déterminant, en encourageant certaines de ses addictions. Le résultat du rapport toxicologique est surprenant. Il n'y a pas d'alcool dans son sang au moment de la mort. Il n'avait pas bu depuis un certain temps et son corps avait eu le temps de métaboliser l'alcool. Mais je constate qu'il avait pris des substances illicites. Des traces de THC, le tétrahydrocannabinol, ont été retrouvées dans son urine. Il s'agit du composé actif du cannabis. 16 décembre 1997, 8h25. Un jour et demi avant la mort de Chris. Il est chez lui, il boit de la vodka et fume du cannabis. Riche et célèbre, les groupies se jettent facilement à ses pieds. Pourtant, Chris a l'habitude de se payer les services de call girl. Quand une femme se montrait intéressée, Chris se demandait toujours « Mais qu'est-ce qui lui plaît chez ce gros? Pourquoi cette jolie fille voudrait sortir avec moi ?» Il ne comprenait pas. Pour l'argent, la célébrité? Avec les prostituées, il trouvait que c'était plus clair et il n'avait pas à se poser de questions. Mais selon le service d'escorte, Chris ne souhaite pas de relations sexuelles. Il recherche seulement un peu de compagnie. Et son humeur oscille entre dépression et frénésie. Les effets du cannabis sur le cerveau sont très controversés. Mais en combinaison avec l'alcool, il peut amplifier l'anxiété et la dépression.
Le rapport d'autopsie indique une quantité assez faible qui n'a aucunement contribué à la mort. Mais ce comportement irresponsable suggère des troubles mentaux qui l'ont conduit vers l'autodestruction. Il était évident qu'il avait des troubles psychologiques. Je lui avais conseillé de parler à quelqu'un et il m'avait dit « Non, je suis catholique. Je vais voir le prêtre 2 fois par semaine, donc je n'ai pas besoin de ça. » Il disait qu'il voulait aller se confesser pour qu'un prêtre lui donne l'absolution. J'ai dit, Chris, le but quand on va se confesser, ce n'est pas d'obtenir la permission de retourner se saouler et se droguer. Il faut que tu comprennes ça. Il est évident qu'il ne suivait aucune thérapie pour soigner ses problèmes psychologiques et ses multiples addictions. Et si son état dépressif s'est dégradé au cours des derniers jours, il s'est peut-être tourné vers les drogues pour tenir le coup. 17 décembre 1997, la veille de sa mort. Sous et hagard, Chris appelle son ami Tim O'Malley. Je ne savais pas où il en était. Je n'avais pas idée de l'état de souffrance et de douleur dans lequel il se trouvait. Mais il pleurait, il me suppliait. J'ai répondu, on se voit demain à 10h. J'ai raccroché en disant, pas question de me lever pour te retrouver dans un bar. Rendez-vous demain à une réunion des alcooliques anonymes. Tim a convaincu Chris de rejoindre un groupe d'alcooliques anonymes dès le lendemain. Je savais qu'on pouvait le remettre sur les rails. À ce moment-là, c'était une question de vie ou de mort pour lui. Les deux amis ne se parleront plus jamais. Il est 2 heures du matin. Chris est sorti pour une nouvelle nuit d'ivresse. Il est saoul et surexcité. Les témoins qui l'ont croisé ce soir-là affirment qu'il semble incontrôlable. Il écume Chicago et il traîne avec des gens qu'il n'aurait pas fréquentés dans d'autres circonstances. Les amis et les proches qui sont sortis avec lui les soirs précédents se sont lassés de ses excès. Les gens disaient que la première heure passée avec Chris Farley était l'heure la plus géniale de leur vie. La seconde était sympa et la troisième était un cauchemar. Mais une star d'Hollywood, connue pour ses penchants hédonistes, n'a aucun mal à se faire de nouveaux camarades de beuverie. Les gens qui voulaient être son ami avaient tendance à l'emmener pour boire, histoire de passer du bon temps avec Chris Farley. Et c'est comme ça qu'il se retrouvait avec des étrangers dans un appartement inconnu, ou qu'il montait dans une limousine pour aller dans un club de striptease. Il est 3h30 du matin. Chris continue de faire la fête dans un appartement luxueux de Lincoln Park. Et les drogues ne manquent pas. Selon le rapport des légistes, la police a trouvé sous le corps de Chris un petit paquet qui contenait apparemment des drogues. Le rapport de toxicologie indique la présence de cocaïne dans son sang et dans son estomac. Après avoir pris de la cocaïne pendant plusieurs heures, Chris est rejoint par Heidi Hauser, une stripteaseuse. Selon elle, le comédien fait des blagues sur son goût pour les drogues. Il lui dit qu'il adore la cocaïne. En termes de substances illicites, la cocaïne est l'une des drogues les plus imprévisibles et les plus dangereuses. Sa présence dans un rapport d'autopsie est une donnée d'une importance capitale. Mais j'ai découvert autre chose. Le cœur de Chris Farley pesait 533 grammes. C'est à peu près 2 fois la taille normale d'un cœur. La cocaïne stimule le cœur et augmente le rythme cardiaque, tandis qu'elle réduit les vaisseaux capillaires et le flux sanguin. Donc, le cœur est obligé de travailler plus.
Avec le temps, il grossit, mais devient de moins en moins efficace. La taille anormale de son cœur suggère que Chris a eu une consommation prolongée de cocaïne. Chris a découvert la cocaïne alors qu'il débutait dans le circuit de l'improvisation. À l'époque déjà, sa consommation excessive suscitait l'inquiétude. Il était dans les loges ou dans les toilettes, en train de s'enfiler un litre de vin ou de sniffer un gramme de cocaïne. Et je lui disais, Chris, il faut que tu t'arrêtes. Et là, il me répondait, j'y arrive pas. Il y a eu un tournant dans la carrière de Chris. Les drogues et l'alcool qu'il prenait pour se détendre sont devenus à ses yeux des moteurs de sa créativité. Il pensait qu'il était meilleur quand il se droguait. La plupart des morts par overdose de cocaïne sont liées à des problèmes cardiaques. Quand j'ai regardé l'état dans lequel était le cœur de Chris, j'ai fait une découverte choquante. Il avait une artérosclérose des artères coronaires, ou coronaropathie. La coronaropathie est la maladie la plus meurtrière aux États-Unis. Elle est provoquée par une accumulation du cholestérol sur les parois artérielles. Le corps s'attaque à ces zones avec des globules blancs. Avec le temps, l'amas de plaques rend plus épaisse la paroi et réduit le flux sanguin. Si la plaque se rompt, elle peut provoquer un blocage et entraîner une crise cardiaque. Chris avait les artères bouchées à 90%. C'est incroyable pour quelqu'un qui n'avait que 33 ans. C'était une bombe à retardement. Il aurait pu s'écrouler à tout moment. Lors de sa dernière apparition dans l'émission Saturday Night Live, ses collègues sont surpris par son état de santé déplorable. Ce que les caméras ne montraient pas, c'est qu'il y avait des réservoirs à oxygène hors champ, parce qu'il était tellement essoufflé que les médecins n'étaient pas sûrs qu'il tienne le coup jusqu'à la fin de l'émission. J'ai vu à quel point il allait mal, et ça m'a brisé le cœur. Des artères coronaires obstruées et un usage abusif de la cocaïne, c'est une combinaison mortelle. Pourtant, il y a quelque chose d'encore plus intriguant dans le rapport d'autopsie. On l'a testé pour détecter la présence de gamma-hydroxybuturique dans son sang. C'est ce qu'on appelle le GHB, ou encore l'ecstasy liquide. Le GHB est une drogue à la mode dans le monde de la nuit des années 90. Ce relaxant musculaire ralentit le rythme cardiaque et induit une sensation proche de l'ivresse. Mais une overdose peut provoquer des pertes de conscience et une insuffisance respiratoire. Selon les rapports de police, cette substance circulait lors de la dernière soirée de Chris. Si c'est le cas, cet élément laisserait penser que la cocaïne n'est pas seule responsable de la crise cardiaque. Personnellement, je pense que d'autres substances plus néfastes encore ont joué un rôle dans son décès. 17 décembre 1997, 2h30 du matin, la veille de la mort de Chris. Chris a bu et pris de la cocaïne toute la matinée dans une fête en ville. Il est désormais dans l'appartement d'Heidi Hauser et il n'a aucune intention de s'arrêter. Il contacte un vendeur de drogue. Même ceux qui se droguaient dans son entourage trouvaient qu'il était trop dépendant. Chris était le plus accro de tous les drogués. Son addiction, son obsession pour les substances et sa compulsion avaient atteint des niveaux exceptionnels. Pour finir, le rapport d'autopsie montre qu'on n'a pas retrouvé de GHB dans son sang. Je peux donc éliminer l'hypothèse selon laquelle cette drogue a entraîné sa mort. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas consommé d'autres substances que le cannabis et la cocaïne. Je sens que ce rapport d'autopsie va nous permettre de lever le voile sur la mort de Chris. Chris dépense $1000 de drogue, y compris du crack.
Le crack, ce n'est rien de plus que la cocaïne administrée autrement. Plutôt que d'être sniffé sous forme de poudre, le consommateur fume des cristaux, ce qui provoque une sensation d'euphorie intense. Mais ça ne dure pas très longtemps, donc l'envie de recommencer s'amplifie. Pendant toute l'après-midi, Chris et Heidi continuent la fête. Ces photographies sont les dernières images de Chris vivant. Sur celles-ci, on voit les rails de cocaïne prêts à être consommés. Sur les photos de lui et Heidi Hauser, il a une expression de résignation sur le visage. Il y a de la cocaïne sur la table et ses yeux sont vides. Il n'y a plus de vie dans ses yeux. Il a juste l'air d'être très abattu. Vers 20h45, Chris commande une limousine. 22h05. Chris et Heidi sont chez lui au 60e étage du gratte-ciel John Hancock Center. Selon Heidi, Chris est trop drogué pour avoir une relation sexuelle, mais il continue à prendre de la cocaïne. La jeune fille lui demande d'arrêter. Elle affirmera qu'il se frappait le torse entre chaque prise de drogue. La cocaïne peut déclencher des spasmes autour du cœur, ce qui peut provoquer de fortes douleurs dans la poitrine ou un arrêt cardiaque. Son état mental se détériore visiblement. Chris fait la fête sans discontinuer depuis maintenant 3 jours. Chris devait souffrir de manque de sommeil, ce qui pouvait engendrer des phases de micro-sommeil et des hallucinations. Plus grave, il est possible qu'il ait perdu la notion des quantités de drogue qu'il consommait. À 3h du matin, Heidi est à bout de force. Il continuait à prendre de la drogue et elle s'était lassée. Ça faisait 2 jours qu'elle était avec lui. Ça ne l'amusait plus. Elle a voulu partir. Elle demande à la star de lui régler sa prestation, mais celui-ci ne veut pas qu'elle le laisse seul. Et il lui dit « Ne me quitte pas, je t'en supplie, ne me quitte pas. » Quand elle essaie de partir, Chris s'écroule sur le sol. Croyant qu'il a fait une blague ou qu'il s'est endormi, Heidi prend une photo qu'elle pense lui montrer plus tard pour le faire rire. Le 18 décembre 1997, 14h. Cela fait 11 heures que Chris a été vu vivant pour la dernière fois. Son frère cadet, John Farley, est passé prendre quelque chose à l'appartement. Chris ne respire plus. Il n'a plus de pouls et son corps est froid. Son décès est prononcé à 15h45. The death of Chris Farley today means the entertainment industry and American audiences have lost a giant. Investigators say they see no signs of foul play. The cause of Chris Farley's death is not known tonight. An autopsy is expected to provide some answers tomorrow. J'étais sous le choc. Je n'arrivais pas à y croire. J'étais furieuse parce qu'il avait tant à accomplir. Et il m'avait promis qu'il ne mourrait pas. Il était trop jeune, bien trop jeune. C'était comme quelqu'un qui était malade depuis très longtemps, ou qui était très vieux. Il ne souffrait plus. La douleur était partie. Tout le monde était sous le choc. Et en même temps, tout le monde s'y attendait. Tandis que le monde de la comédie pleure l'un de ses géants, les médecins légistes tentent de déterminer les causes de la mort de l'humoriste. Le docteur Hunter estime, au vu du rapport d'autopsie, que Chris a vécu 4 jours de débauche. 4 jours d'abus d'alcool, de cannabis et de cocaïne.
Selon un témoin oculaire, Chris s'est écroulé sur le sol et s'est endormi. Sa mort ne semble pas violente, donc il est peu probable qu'il soit mort d'une crise cardiaque. Ce que je dois découvrir, c'est ce qui s'est passé entre le moment où il est tombé de sommeil et la découverte du corps le lendemain. Une des premières constatations des médecins d'urgence est un mélange de vomi et de salive autour de la bouche de Chris, ainsi que du sang qui s'est écoulé de son nez. Il est tout à fait possible que Chris ait vomi alors qu'il était sous l'emprise de la drogue et se soit étouffé dans son vomi pendant son sommeil. Si c'était le cas, il y aurait des résidus de vomi dans ses voies respiratoires. Mais en consultant le rapport, j'ai remarqué un élément qui est peut-être le plus important de toute cette enquête. Ses poumons sont congestionnés et présentent un œdème anormal, une accumulation de fluide dans les vaisseaux sanguins. Ce qui sort de la bouche de Chris, ce n'est pas du vomi, mais du liquide d'œdème. On parle d'œdème pulmonaire quand le fluide provenant des vaisseaux proches coule dans les poumons. C'est potentiellement mortel parce que l'œdème pulmonaire réduit la capacité respiratoire, ce qui prive le cerveau d'oxygène. C'est une avancée majeure dans mon enquête, parce que cet œdème pulmonaire peut avoir de nombreuses causes, notamment une crise cardiaque. Mais à mon avis, quelque chose de plus grave est à la base de l'autodestruction de Chris. Chris répétait « Je veux finir comme Belushi. Je veux devenir célèbre d'abord, et ensuite mourir comme Belushi. » Nous sommes le 18 décembre 1997, dans l'après-midi. La police et les premiers secours sont dans l'appartement de Chris Farley. En tentant de comprendre les raisons du drame, ils découvrent un petit paquet de poudre blanche sous le corps du défunt. Chris a pris du crack le soir de sa mort, mais le rapport toxicologique indique la présence de morphine dans son sang. Ça, c'est un tournant dans l'enquête. Tous ses amis le savent. Chris était un toxicomane invétéré. Et comme souvent, la star avait trouvé le moyen de justifier ses excès. Je lui ai demandé s'il avait une petite amie et il m'a dit qu'il avait une copine. J'ai répondu « Parle-moi d'elle ». Il m'a dit « Elle me réconforte quand je suis triste. Elle est toujours là. C'est un compagnon fidèle qui ne me trahit jamais. » Je lui ai demandé son nom. Il m'a regardé intensément et il m'a dit « Héroïne ». La morphine est un produit dérivé de l'héroïne. S'il en avait dans le sang, c'est la preuve qu'il a également consommé de l'héroïne ce soir-là. Mais le rapport ne mentionne aucun signe de blessure lié à une injection. Donc, s'il en a pris, ce n'est pas avec une seringue. Heidi Hauser affirme qu'en plus de la cocaïne, Chris a sniffé de l'héroïne la nuit de sa mort. Sniffer de l'héroïne permet peut-être de s'affranchir des risques d'infection liés à l'injection, mais c'est tout aussi dangereux et addictif. L'héroïne produit d'abord une bouffée d'euphorie, puis une sensation de chaleur sur la peau, et enfin des phases alternées de somnolence et de vigilance. La prise d'héroïne et de cocaïne est une combinaison potentiellement mortelle appelée speedball. L'idole de Chris, John Belushi, est mort dans des circonstances étrangement similaires. L'humoriste avait été retrouvé mort dans un hôtel à Hollywood après s'être injecté de l'héroïne et de la cocaïne. Il avait le même âge que Chris Farley. Chris avait développé une fascination pour le nombre 33, l'âge auquel est mort John Belushi. Ses proches l'avaient remarqué et lui disaient qu'il allait aussi mourir à 33 ans. On peut se demander s'il ne s'était pas fixé une sorte de date limite. Je pense que Chris trouvait ça un peu glamour de mourir d'overdose et de connaître une fin tragique comme celle-là, parce que ça le rapprochait un peu de John Belushi. Chris n'a peut-être pas suivi consciemment les pas de son idole, mais une chose est sûre, le jeune comédien a été rattrapé par ses démons. Chris était atteint de TOC. Il était alcoolique et drogué, et il avait un vrai complexe d'infériorité. Il était mal dans sa peau. Des gens comme ça cumulent les handicaps.
Quand on est comme ça, peu importe la quantité d'antidépresseurs ou d'héroïne qu'on prend, on n'arrive jamais à étouffer ses démons et apaiser son âme. Certains proches ont dit « impossible, il aimait trop la vie ». À mon avis, son penchant autodestructeur et son addiction sont des comportements suicidaires. On ne saura jamais ce qui s'est passé dans la tête de Chris au cours de ces dernières heures. Mais un témoin l'a vu s'écrouler sur le sol et s'endormir. Au vu du rapport d'autopsie, je suis d'accord, sa mort était accidentelle. Après avoir passé en revue tous les indices présents dans le rapport d'autopsie, Michael Hunter peut enfin retracer les dernières heures de la vie de Chris Farley. Quand il s'est endormi sur le sol, la cocaïne et l'héroïne avaient des effets contraires sur son corps. Son rythme cardiaque s'accélérait à cause de la cocaïne, mais l'héroïne ralentissait son rythme respiratoire. À cause du ralentissement de sa respiration, les vaisseaux sanguins des poumons sont incapables de faire face à la quantité de sang qui est pompée par le cœur qui s'emballe. En conséquence, le fluide s'est déversé dans ses poumons et par la suite, il est ressorti par la bouche et par le nez. Ses poumons n'étaient plus capables d'oxygéner son sang, donc son cerveau ne recevait plus assez d'oxygène. Ce cycle délétère a provoqué des dommages cérébraux irréversibles avant d'entraîner une défaillance respiratoire et enfin la mort. Les funérailles de Chris se sont déroulées à Madison, dans le Wisconsin, le 23 décembre 1997. Les plus grandes stars étaient présentes pour pleurer la perte d'un des plus grands comiques de sa génération. C'était un très bon ami qui me manque beaucoup. Il voulait toujours m'aider ou me faire des surprises pour mon anniversaire. Il était vraiment marrant. Le fait qu'on parle encore de sa mort 20 ans plus tard montre qu'il a laissé sa marque. Un tel niveau d'engagement et de conviction dans la comédie sont rares. Et on ne verra peut-être plus jamais ça chez un autre humoriste. Je regarde son œuvre, je ris et je profite de lui. J'oublie la figure tragique qui a connu une horrible fin et je me remémore celui qui a tant fait rire le monde. C'est ce Chris-là dont je veux me souvenir. Okay, enough with the jokes.